Bonjour et bienvenue à tous sur cet atelier pour cette deuxième journée du Salon TechScare France. Aujourd'hui, nous allons parler de réduction des emballages plastiques dans les pressings et les blanchisseries. Un enjeu central, bien évidemment, pour la profession. Et quand on parle de plastique dans nos métiers, on pense immédiatement aux housses de protection du linge, mais en réalité, le plastique est présent à toutes les étapes du process. Également dans les bidons de produits lessiviels, les flacons de détachants, les contenants des autres produits d'entretien, voire les systèmes de dosage, de distribution. Donc face à la pression environnementale et aux attentes croissantes des clients, il devient essentiel d'identifier des alternatives durables, sans pour autant compromettre la qualité, la sécurité ni la rentabilité des opérations. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux acteurs clés de la filière pour en parler. Marie-Claire Tarquin, donc coordinatrice de marché chez Seitz, une entreprise qui est bien connue pour ses innovations en termes de produits et de process pour le nettoyage professionnel. Et Yves Le Quéniec, directeur bureau Île-de-France pour ISA France, qui est spécialiste de l'emballage et qui accompagne les entreprises dans la transition vers des solutions plus écologiques. Donc ensemble, on va explorer des leviers concrets pour réduire, réutiliser ou repenser les emballages plastiques dans vos établissements, du produit lessiviel au linge restitué aux clients. Donc pour démarrer, ma première question est la suivante. Quel type d'emballage plastique, j'en ai cité quelques-uns, mais peut-être il y en a d'autres, est-ce qu'on rencontre le plus fréquemment dans les pressings et les blanchisseries ? Bonjour à tous déjà. J'ai envie de dire, nous on est fabricants de produits, donc le premier plastique qu'on va trouver évidemment c'est les bidons qui contiennent les produits. Donc les bidons pour les détachants, les produits lessiviels. On a également des bidons pour tout ce qui est produit pour le nettoyage à sec. Alors c'est principalement du plastique, mais on peut rencontrer aussi des bidons en métal. Là le sujet c'est le bidon plastique. Donc j'ai envie de dire pour nous fabricants de produits c'est essentiellement ça. Yves ? Bonjour. Oula. Premier contact avec le micro, un peu violent. En ce qui nous concerne, nous, on se concentre sur des outils qui vous permettent de vous passer des gaines de plastique jetables, qui sont un second poste d'émission de déchets important dans les pressings. Et nous, on va proposer des articles réutilisables qui permettent donc au pressing de se passer de cette gaine de plastique jetable. Alors justement, Yves, tu dis qu'il y a beaucoup de déchets de ce type dans les magasins. Est-ce qu'on a une idée de la part que ça représente dans un pressing, par exemple ? Alors sincèrement, je pense qu'il faudrait mieux demander à des gens qui sont dans des pressings, et il y en a là, de savoir combien de kilos ou de tonnes de plastique qui passent par an dans des réseaux, hein, je parle... de tonnes de plastique jetables par an, mais je sais que c'est des sommes, c'est des quantités qui sont assez impressionnantes. Et évidemment, dans l'époque qui est la nôtre, on est en face d'un emballage qu'on appelle en anglais le single-use plastic, c'est-à-dire le plastique à usage unique, qui va être utilisé concrètement pour aller du pressing jusque chez le particulier, qui en général est jeté à l'arrivée. Et c'est clairement un poste de coût pour les pressings, puisque c'est une gaine qui n'est pas vendue, qui est offerte et qui représente plusieurs centimes, dizaines de centimes à chaque fois qui sont offerts et qui ensuite sont jetés. Donc c'est vrai que sous cet angle-là, double angle, à la fois écologique et économique, c'est intéressant de se pencher sur la problématique de créer un article qui lui est un contenant réutilisable, et qui donc va résoudre ce problème écologique d'une part au niveau du pressing et économique aussi, puisque ce contenant réutilisable est vendable avec une marge, évidemment. Donc transformer un poste de coût en poste de profit, c'est un intérêt direct en espèces sonnantes et trébuchantes pour tous les pressings.
Marie-Claire. Je pourrais rajouter par rapport au problème du contenant plastique, alors je me retourne encore sur les problématiques des bidons. La problématique qu'on a au niveau de la France aujourd'hui, c'est que on est quand même les mauvais élèves de l'Europe en termes de recyclage. On a moins de 25%, à peine 25% de recyclage. On a une grosse défaillance en termes de filière de recyclage en France, malgré le fait que, par exemple, chez Site, l'ensemble de nos bidons sont tous fabriqués à base de plastique recyclable. Aujourd'hui, cette défaillance de filière de recyclage fait que les déchets plastiques sont juste détruits. Donc, en termes environnementaux, on n'est pas bon, mais ça, c'est pas de la faute des industriels, c'est la faute de tout l'ensemble du pays qui n'est pas structuré. Donc aujourd'hui, on a des sociétés, malgré tout, qui essayent de faire des efforts, mais c'est malheureusement marginal. C'est à la marge et c'est surtout très localisé. Donc il n'y a pas de solution pour la profession dans son ensemble de façon équitable sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la réflexion, malgré les initiatives, malgré l'effort que font les industriels depuis longtemps de faire des plastiques recyclables, qu'on puisse transposer en petites paillettes plastiques pour être fabriqués dans d'autres articles, ou ce qui existe dans certains cas, en tout cas chez ça existe en Allemagne, mais on ne peut pas le faire avec les autres pays, c'est de relaver les bidons et les remettre en circulation. C'est de la réutilisation. Ça se fait. Malheureusement, le problème qu'on a, par exemple, sur l'Europe, c'est que la réglementation européenne interdit le transfert d'un bidon plastique qui a déjà été utilisé. On considère ça comme du déchet et la réglementation européenne interdit le transfert de déchets entre les États membres. Donc on ne peut pas, malheureusement, d'un pressing qui va utiliser du bidon plastique ici, va utiliser son produit, le renvoyer chez le fabricant pour le laver et le réutiliser, malheureusement. Donc on est obligé de trouver des alternatives autres. C'est intéressant ce que tu dis. Donc ça voudrait dire qu'à échelle européenne, il faudrait pouvoir légiférer là-dessus, en fait. De toute façon, quoi qu'il en soit, sur tout ce qui est cette problématique liée aux emballages et au recyclage, il faut de toute façon une intervention des pouvoirs publics. Effectivement, sur cet aspect-là, déjà, peut-être assouplir, requalifier ce que c'est que le déchet plastique, parce qu'il y a différents types de déchets plastiques. Et là, un bidon qui est utilisé une fois avec du produit, donc qui part chez le fabricant, qui va chez le pressing ou la blanchisserie, qui est vidé, c'est pas du déchet vraiment, mais eux, ils le considèrent comme ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'envoyer pour le remplir, mais quelque part, ce n'est pas vraiment du déchet. Donc il y a effectivement cette problématique-là. L'autre problématique, c'est qu'on aurait vraiment besoin que les pouvoirs publics accompagnent la filière de recyclage. Je prends l'exemple d'une société qui malheureusement a déposé le bilan l'année dernière en Île-de-France, qui était dans cette dynamique. On a une grosse défaillance de débouchés pour récupérer les paillettes plastiques refabriquées. Donc, comme toute entreprise privée, si elle n'a pas de client, elle met la clé sous la porte tout simplement. Et ils ont également rencontré de nombreuses difficultés au niveau de leur installation, au niveau administratif. Donc les pouvoirs publics ne favorisent pas non plus l'implantation de ce genre d'industrie. Donc il nous faut des industriels qui sont prêts à investir, parce que c'est des vraies unités de production. Il faut récupérer, laver, détruire les paillettes. Donc il y a quand même de l'industrie derrière. Et on n'est pas soutenu, quoi. Donc c'est de toute façon, les pouvoirs publics sont quand même acteurs et devraient être plus acteurs pour faciliter le travail. Ouais, donc des difficultés, tu l'as dit, logistiques, techniques, réglementaires. Ok. Alors, Marie-Claire, je reste avec toi. Quelles initiatives sont mises en place sur le marché actuellement pour réduire les emballages plastiques dans les produits? On parle des lessiviels, des détachants, et je crois que tu as une présentation à nous proposer. Merci. Ok. Alors oui, en effet, déjà, effectivement, même si on a des bidons en plastique recyclable, on doit, nous, industriels, on identifie des problématiques chez nos clients. On identifie des problématiques, plusieurs problématiques, donc je vais en parler après. Donc même dans tous les cas, nous on se dit, on est là pour soutenir nos clients, on est là pour les aider, donc il faut qu'on trouve des solutions. Donc la première idée, c'est de trouver sur un conditionnement qui a déjà été utilisé quelque part, qui existait déjà il y a quelques années, qu'on appelait à l'époque Polybox. On ne peut plus l'appeler comme ça aujourd'hui parce que c'est un nom qui est déposé. L'idée, c'est de travailler sur un contenant différent. Alors évidemment, c'est un gros travail de recherche. J'ai envie de dire que c'est une dimension particulièrement importante pour le marché français par rapport au reste des pays européens, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure. Il y a un gros travail de recherche et développement à faire avec les fabricants de contenants sur les différents conditionnements qu'on va avoir. Donc aujourd'hui, on peut reproposer un produit qui s'appelle le bag-in-box, qui était donc connu comme Polybox il y a quelques années, avec un produit dans une poche souple, de plastique souple, et un contenant qui est recyclable en carton. Enfin,
on est dans une démarche de recyclage. Donc on prend en considération la praticité aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, on reste dans des réglementations réglementaires sur la capacité de recycler ou de jeter plus facilement, mais il faut quand même que ce soit pratique. Donc on est sur des systèmes qui sont aussi travaillés avec les fabricants de pompes doseuses pour être sûr que ce soit pratique aussi pour les exploitants. Je fais défiler, je vous laisse lire en même temps. Donc, la problématique du bidon plastique, et c'est là qu'on rencontre des difficultés réglementaires et que de professionnels sont de plus en plus en difficulté, c'est que ces bidons plastiques, c'est du déchet industriel aujourd'hui, alors que la plupart des sociétés qui collectent les déchets pour les pressings et les blanchisseries, qui sont implantées en centre-ville, en centre commercial ou même en zone industrielle, ce sont des sociétés qui passent des contrats, qui signent des contrats avec les élus locaux, et ce sont des sociétés qui sont normalement, qui ont vocation à collecter du déchet domestique. Dès qu'on est sur des bidons ou même des cartons de grosse taille ou sur des bidons plastiques de grosse taille au-delà de 5 kilos, eux ils considèrent que c'est du déchet professionnel, donc ne collectent plus depuis quelques temps. Donc ça pose des difficultés aux professionnels. Ça veut dire qu'il faut les emmener dans une déchetterie professionnelle, il faut faire le déplacement, et il y a un coût. Alors certains professionnels de la profession essayent d'organiser pour leur clientèle des systèmes de collecte et refacture après, parce que ça part de toute façon, comme je disais, en destruction. Donc ils essayent d'organiser des collectes, mais encore une fois, ça reste à la marge. Donc la solution est malheureusement pas totalement satisfaisante. Oui, donc c'est uniquement à l'initiative des fournisseurs, en fait, qui mettraient en place une filière de collecte et de traitement, dépôt des déchets professionnels. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que nous, on réfléchit aussi voir comment, même nous, à l'échelle d'un industriel, ça reste de toute façon une solution marginale, parce que ça va concerner que les clients qui utilisent nos produits. Il faut vraiment qu'il y ait un consortium, un travail qui est fait pour que ça serve à tout le monde, quelles que soient les marques de produits, quels que soient les clients. Il faut que ce soit vraiment pratique pour tout le monde, en fait. Là, c'est une bonne opportunité de lancer un appel sur un salon. Voilà, justement, je pense que oui, c'est peut-être une belle opportunité de faire comprendre et faire penser à l'ensemble des fournisseurs qu'il faut travailler de façon collégiale sur cette problématique. Ça associe tous les fournisseurs, les industriels, les fédérations professionnelles qui sont aussi là pour négocier avec nos ministères. Tout à fait. C'est aussi leur rôle. Tout à fait. Donc je t'en prie, on était, je pense, sur les contraintes. Oui, je suis arrivée sur un thème suivant. Donc pourquoi les reconditionnements? Bon, déjà pour le problème de gestion, facilité du déchet, mais parce qu'aussi on a identifié comme on a un certain nombre de bidons qui peuvent être de grosse taille dès qu'on arrive aux 20 kilos, et on rencontre une problématique, c'est le port de charge au travail. Donc on a pris en référence le port de charge pour les femmes, puisque c'est là que les réglementations sont les plus drastiques, plus fortes, et donc les poids sont les plus bas. Et c'est vrai que pour avoir échangé encore dernièrement avec différents professionnels, même ne serait-ce qu'hier, ah bah oui, mais moi ma femme elle est obligée de m'attendre que j'arrive pour changer le bidon, sinon elle peut pas produire, ou on attend que le patron arrive pour changer le bidon parce que le bidon est trop lourd. Des fois on a des bidons qui sont sur des chariots, donc ils sont un petit peu situés en hauteur pour les mettre à bonne hauteur des kits de pompe. Donc c'est une vraie dynamique, une vraie problématique. Donc pour certains professionnels, c'est pour ça qu'on a réduit sur des conditionnements à hauteur de 10 kg, on peut aller jusqu'à 15 kg. Donc on réfléchit sur des conditionnements de plus petite taille aussi, sur ces nouveaux conditionnements pour que ce soit plus pratique. Ok. Donc l'intérêt de tout ça pour nous, bah, évidemment, c'est d'un côté cette problématique de gestion du déchet, parce que ça a, dans une dimension environnementale plus large, l'avantage de ces nouveaux conditionnements sont beaucoup plus légers. Donc au niveau du poids, du transport, c'est beaucoup plus léger, c'est plus facile à stocker. C'est plus facile, une fois que vous avez votre bidon qui est vidé, bah, tout est compactable, donc c'est facile, ça prend beaucoup moins de volume en termes de déchets qu'un bidon en plastique dur, bah, qu'il soit plein ou qu'il soit vide, il a toujours le même volume. Donc c'est aussi plus simple chez les professionnels de pouvoir réduire la taille de stockage. Quand on gère son déchet, on peut les mettre dans les containers de déchets classiques pour être collectés normalement. Donc tout ça, c'est beaucoup plus simple, et on facilite les conditions de travail des utilisateurs. Je ne vais pas dire des employés, je vais dire des utilisateurs. D'accord, donc un point important que tu évoques là, ça veut dire que ça ne passe plus en déchets professionnels, on est bien d'accord? Alors pour l'instant, l'idée, c'est d'arriver à éviter la déchetterie professionnelle, mais dans une certaine limite, parce que de toute façon, on sait que les réglementations évoluent.
On sait qu'il y a des nouvelles réglementations qui arrivent. On ne sait pas encore exactement les textes, mais on sait que c'est en mouvance totale. Donc on sait que de toute façon, ça veut dire adaptabilité possible. Là, l'intérêt, c'est à brève échéance de pouvoir un carton en plastique simple. Ça se met dans un bac à couvercle jaune. Ça peut être collecté, c'est de petite taille, par les sociétés de collecte classiques. L'intérêt vraiment, c'est si vraiment on arrive à une réglementation, c'est ce qu'on craint, c'est ce qu'on suppose, que tous les professionnels doivent apporter la preuve, c'est ce vers quoi on tend, hein, apporter la preuve de la gestion de leurs déchets, donc devront évaluer leurs déchets, carton, plastique, et déclarer où ils les font détruire. De toute façon, ça sera tout à fait compatible. Ok. Qu'arriver au bout. D'accord. Yves, tu voulais réagir ? Non, je trouve que l'intervention est vraiment intéressante et très bien construite. Merci. Je voulais aborder un petit peu plus précisément donc l'intérêt des produits que je propose par rapport à cet objectif de réduction des déchets plastiques. Donc nous, on a développé dans le temps, depuis à peu près 15 ans maintenant, pour des grands réseaux de pressing en France et puis en Europe, des articles génériques qui fonctionnent bien, qui sont donc la housse de costume, qui permet évidemment de remplacer la gaine plastique qui va du pressing jusqu'au particulier, mais qui offre également un service supplémentaire au client final, parce que c'est une housse avec laquelle il peut voyager et qui a un certain nombre d'attributs qui l'aident à voyager avec cette housse. Et ça, c'est un argumentaire que je développe auprès des pressings pour qu'eux, ensuite, aient la possibilité de revendre cet article à leur client final. Parce qu'on est bien dans une double démarche écologique et économique. Je veux à tout prix que les pressings s'approprient ces housses de costume pour en faire un centre de profit. Donc il faut qu'ils soient capables de le revendre. Et pour le revendre, il faut avoir bien compris l'argumentaire produit et ce que le client final peut en retirer. Et là, on touche du doigt un problème qui est chez vous à traiter, qui est très sensible, c'est la formation du personnel. Il y a à peu près un quart d'heure sur mon stand, j'avais un pressing de Cannes qui est venu me voir et qui est pour moi complètement emblématique de cette démarche. C'est que c'est quelqu'un qui m'a acheté il y a 3 ou 4 ans un carton de housse générique, sans logo, et qui a appris progressivement à le vendre à ses clients. Et puis il m'en a commandé de plus en plus. Et là, il y a un quart d'heure, il m'a dit on va passer à une série spéciale parce qu'on est en capacité d'à peu près certaine de vendre au moins 1000 housses dans l'année à nos clients. Et donc, à partir de ce seuil-là, moi, je peux faire une production spéciale qui permet de changer la couleur de l'article, la couleur du zip, de mettre un print différent avec la personnalisation du pressing. Mais c'est des personnes qui ont vraiment compris la manière de vendre l'article. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et une heure avant, j'avais une personne d'un autre réseau plus étoffé qui, lui, m'a dit « Je vais bientôt mettre tes housses en vente dans l'ensemble de mon réseau, mais je fais d'abord un séminaire de formation d'une journée auprès de toutes mes vendeuses pour bien qu'elles comprennent la façon de vendre cet article. » Donc, il y a la façon qui vous concerne, c'est qui s'intègre à votre processus commercial et votre processus de vente, évidemment, toute l'organisation interne, mais il y a aussi les attributs particuliers de cet article que moi j'ai développé en ayant des feedbacks permanents avec des gens de votre profession depuis 15 ans pour que la housse en question, elle ait des arguments qui séduisent le client final. Donc effectivement, on peut le stocker chez vous, chez soi, à l'abri de la poussière, ça c'est sûr. On peut voyager avec une poche destinée au linge sale, par exemple, qui ne touchera jamais le linge propre. Et pour toute personne qui aurait l'idée saugrenue de venir sur un salon professionnel, par exemple, eh ben, c'est extrêmement intéressant d'avoir une housse qui vous permet de voyager avec le propre qui ne touche pas le sale. Et puis, il y a dans les dernières évolutions des systèmes de housse qui, une fois repliés en deux, peut être porté en sac à dos et qui, du coup, petite astuce, s'adresse à tous les grands centres urbains où les gens se déplacent de plus en plus à vélo, trottinette, scooter. Et le fait de pouvoir ramener votre costume ou votre tailleur sur votre dos sans le ruiner et sans vous casser la figure non plus à vélo, c'est un plus. Donc là, c'est des choses qui ont été développées dans le temps. Et encore une fois, je l'ai fait avec vous, mais il faut que le pressing se l'approprie et sache
bien former son personnel. La formation du personnel est vraiment très importante. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Quels sont ces fameux arguments, Yves? Donc, il faut... Alors, si vous discutez avec différentes personnes, et notamment, je vous renvoie aussi vers la FFPB, Olivier Ries, qui est un fervent défenseur de cette démarche, et avec lequel je suis en partenariat pour la création, la conception de ces housses. Lui, il a trouvé différents systèmes pour vendre ces housses, des astuces commerciales. Par exemple, il vend la housse à un certain prix au client final, et il dit à ce client final, si vous me ramenez un article dans cette housse, en retour, je vous ferai un discount de 10 centimes sur chacun de ces articles. Ce qui fait qu'au bout de 30, 40, 50 articles rendus au pressing salle dans cette housse, eh ben, le client final a fini par payer l'acquisition de sa housse. Donc il a développé ce système, Olivier, que je trouve plutôt intelligent, qui permet au client de se dire « Ok, j'achète une housse, ça coûte un prix, mais je peux me la rembourser si j'utilise cette housse comme un contenant qui fait l'aller-retour. » Voilà, ça c'est des astuces que je trouve vraiment valables. C'est une approche intéressante, je trouve, voilà. Effectivement. Et on a développé en dessous de cette housse des articles plus classiques, mais qui sont également bien vendus en pressing, qui sont les sacs de couette. Et ça évite effectivement que la couette soit remballée dans du plastique jetable. Donc ça marche très très bien aussi. C'est un produit qui est... On n'a pas réinventé la roue, hein. C'est un sac de couette avec 3 côtés zippés. Et le sac de repassage qui lui a été pensé pour que ce soit exactement la forme d'une chemise pliée à plat. Ce qui permet, avec un fond renforcé, ce qui permet de repartir avec vos chemises pliées dans de bonnes conditions. Donc on a développé cette gamme-là sur une matière première qui s'appelle du non-tissé. J'allais te poser la question, voilà. Parce qu'on a bien compris que c'est réutilisable, mais j'aimerais bien savoir, du coup, est-ce que c'est biodégradable? Est-ce que c'est compostable? En quoi c'est fait? Alors, il y a plusieurs générations. La première, qui est complètement mature aujourd'hui, qui existe depuis une quarantaine d'années, qui sert à plein d'applications, hein, dans le médical, c'est le polypropylène. C'est du PP, un polymère qui se travaille en non-tissé et que vous trouvez dans plein de coloris différents. C'est une matière qui est vraiment bien identifiée et avec laquelle vous pouvez faire beaucoup de choses, dont des housses de costume, des sacs de couette, des sacs de repassage. Donc c'est une matière très intéressante, très neutre quand vous êtes en destruction finale, en incinération. Il n'y a aucune émission nocive et qui est donc recyclable, mais qui n'est pas lavable et qui n'est pas d'origine recyclée. Et là, depuis peu de temps, arrive sur le marché une nouvelle matière dans laquelle je crois beaucoup, qui est toujours du non-tissé, mais qui est d'origine bouteille de plastique recyclée. D'accord ? Donc, ce n'est pas du déchet industriel avant utilisation, c'est du déchet de consommateur. D'accord ? Donc, les bouteilles ont été utilisées, bues, jetées dans des poubelles, elles ont fait un tour, et on récupère du PET recyclé. Sur ce PET recyclé, on peut en faire du plastique dur, on peut en faire du tissu, et on peut en faire du non-tissé aussi. Et ça, c'est assez récent. Et ça donne une matière vraiment plus performante à mes yeux que le polypropylène non-tissé, plus résistante, imprimable, lavable et recyclable. Donc on est au début de cette nouvelle ère. Il faut forcément des volumes plus importants. Comme tout démarrage industriel, on est sur des minimums de quantité qui sont plus problématiques que du polypropylène qui peut se traiter à 500 000 pièces très très facilement. Donc c'est encore à mettre en route, mais j'y crois beaucoup parce que le côté lavable dans notre profession, il est juste fondamental. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis il y a une dernière piste qui s'ouvre devant nous, sur laquelle je suis plus dubitatif, mais je vous en parle quand même. C'est qu'on peut faire aujourd'hui du non-tissé à partir de déchets de matériaux agricoles. Donc on peut faire du non-tissé à partir d'amidon de maïs, de pommes de terre, de choses comme ça. Donc ça, on est sur un dernier argument qui est vraiment l'argument ultime, c'est que ce sera du non-tissé biodégradable. À titre personnel, je ne suis pas sûr que le côté biodégradable dans notre activité soit absolument crucial. Si je vendais de la nourriture à emporter, je vous dirais oui,
un emballage biodégradable, s'il finit dans la nature, parce que le type a fait un pique-nique et qu'il laisse son truc là, très très bien. Mais dans notre secteur, le côté biodégradable ne me semble pas fondamental. Je trouve que l'argument du PET recyclé, non tissé, qui est donc 100% d'origine recyclée, imprimable, lavable, recyclable, là je trouve qu'on coche toutes les cases qui nous vont bien, nous, ici, dans le métier qu'est le nôtre. Ok, merci Yves. J'ai une question du coup qui me vient. Est-ce que, qui n'est pas une question sur le vif, hein. Est-ce qu'on a quelque part une analyse du cycle de vie de ce type de produit comparé à des housses en coton par exemple? Alors, je peux produire cette analyse de cycle de vie. J'ai l'outil pour le faire. C'est quelque chose que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Je ne vais pas vous donner la réponse là devant vous parce que je ne l'ai pas à l'instant T. Okay. Mais j'ai l'outil. On a, au sein du groupe textile dans lequel je travaille, on a développé, on s'appuie sur une expertise qui s'appelle la belle empreinte, qui nous permet d'avoir l'analyse de cycle de vie de l'ensemble de nos produits. Donc cela également, on le fait sur les vêtements qu'on vend à différents professionnels. Donc on sait le faire aussi sur les housses. Et je suis en train de m'atteler à analyser effectivement ces différences d'impact. Donc je suis parfaitement conscient que le coton reste une matière privilégiée pour plein d'usages, mais on sait aussi que le coton conventionnel est le plus gros consommateur d'eau, est un très gros consommateur d'eau, est un énorme consommateur de pesticides et d'insecticides. Donc il faudrait réfléchir à plutôt mettre sur du coton bio. Et après, à l'usage, je suis absolument pas certain qu'une housse ou un sac de repassage en coton soit plus pratique que le non tissé qu'on propose, qui est beaucoup plus léger, respirant, enfin voilà. Mais la question est vraiment pertinente et je suis en train de traiter le sujet et vous aurez la réponse au prochain Texcare. Non, avant. Peut-être avant quand même. Venez me voir, je vous donnerai la réponse avant. Ouais, je pense que c'est intéressant en tout cas d'en parler parce que majoritairement, alors je ne sais pas si vous êtes utilisateur de housses dans vos pressings. Levez la main pour ceux qui utilisent. Ouais, vous êtes quand même quelques-uns. Et qu'est-ce que vous utilisez comme matériau pour vos housses? Non tissé. Pareil. Pareil là-bas. Non tissé. Oui. Ok. C'est intéressant. En termes de coût d'acquisition, une housse en coton va vous coûter 3 fois le prix, quoi. Et elle va peser 3 fois plus lourd. Donc il y a aussi cet impact, hein. C'est inévitable. On parle d'empreinte environnementale en fait. Donc à partir de là, on peut effectivement se poser la question du coton. Moi, c'est pourquoi est-ce que j'y ai pensé aussi? Parce que je me dis, c'est quand même bien d'avoir quelque chose de lavable aussi. Ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à ce que tu évoques du coup cette dernière innovation. Marie-Claire, tu voulais réagir? J'entendais la notion de poids, c'est vrai que c'est important et dans tout ce qu'on développe, il faut réfléchir au transport, que ce soit fabriqué en France ou ailleurs, il faut réfléchir à la notion de transport entre le fabricant et le client final et donc plus on a des choses qui pèsent lourd, plus on a une empreinte carbone qui est importante, donc ça fait partie du process de développement, cette réflexion. Ça fait partie de l'équation, absolument. Et dans la mesure où on est sur des produits qui sont relativement nouveaux, est-ce qu'il y a déjà des retours, malgré tout, de témoignages clients, d'expériences clients sur justement tous les bénéfices qu'ils peuvent retirer de ces produits? Alors, j'ai un pack en test à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, les premiers essais sont plutôt prometteurs, même si nous, on a déjà identifié des pistes d'amélioration, évidemment, parce que tout est toujours perfectible, naturellement. Mais on a déjà un premier démarrage qui est intéressant, qui est plutôt bien perçu pour les arguments que j'expliquais tout à l'heure, à savoir la facilité de manipulation pour les équipes, la facilité malgré tout parce que ça ne pose pas de difficulté en termes de connexion avec l'équipe de pompe parce qu'il faut prendre en considération tout l'environnement de travail. Donc pour l'instant c'est plutôt positif. Nous c'est quelque chose qu'on met en place sur la commercialisation là, on va dire d'ici fin d'année, voilà très prochainement. Mais les premiers tests sont plutôt prometteurs, même si de toute façon on ne souhaite
pas s'arrêter là. Pour nous, le travail, ça va être de développer un partenariat beaucoup plus proche avec des fabricants. Et malheureusement, je suis obligée de le dire, on va être obligé d'aller chercher des fabricants à l'extérieur du pays. Carence de fabricants en France sur le domaine. Donc on va devoir, il y a un gros travail qu'on est en train de faire à l'heure actuelle de développement du produit. On démarre avec l'étape 1, mais on ne va pas s'arrêter là. On va aller beaucoup plus loin sur quel plastique on va utiliser dans nos poches plastiques pour essayer d'élargir les gammes de produits qui sont compatibles, parce que vous connaissez tous le bag-in-box pour mettre du vin, des choses comme ça. Nous, on a des produits lessiviels, mais on a certains produits comme certains détachants, certains produits de lavage qui sont très techniques, qui peuvent être un peu corrosifs, et on ne peut pas utiliser n'importe quel type de plastique pour permettre le stockage pendant la durée, qu'il n'y ait pas d'incident, et aussi pour maintenir l'intégrité, les qualités, les propriétés du produit. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en jeu. C'est pas juste on change le conditionnement, on met le produit dans un autre conditionnement, fastoche. Non, c'est pas du tout si facile que ça. On doit prendre un certain nombre de facteurs en considération. Donc le travail va être pour nous de travailler d'un côté sur les plastiques de la poche plastique et aller vers quelque chose de plus vertueux possible, et les conditionnements bag-in-box, et peut-être arriver à faire un bag-in-box sans la box. C'est les objectifs qu'on est en train de suivre, parce que là, à l'heure actuelle, on a quand même 2 déchets, et donc l'idée pour nous, c'est d'arriver à un seul déchet. Voilà. Mais ça, c'est des développements qui vont intervenir à partir de l'année prochaine. Et là, tu parles de conditionnement. Justement, le modèle du bag-in-box fait que à qui est-ce que c'est vraiment destiné, ce type de produit? Parce qu'une blanchisserie industrielle, par exemple, ça ne va pas être adapté. Alors le bag-in-box, là, il est de petit conditionnement, c'est du 10 kg, mais on peut aller jusqu'à 10 ou 20 kg. Il est clair que ça va s'adresser soit à des petites unités, alors ça s'adresse dans un premier temps au pressing, aux petites blanchisseries qui ne sont pas des grosses blanchisseries industrielles, ou une blanchisserie qui va avoir besoin par exemple d'un petit pack aqua isolé de son tunnel de lavage par exemple. Mais les grosses blanchisseries industrielles, celles qui ont notamment des tunnels de lavage, qui commandent des produits par 60 ou 200 litres, ils ont déjà un système de collecte de déchets plastiques qui s'est déjà structuré, organisé, et eux ils ne passeront pas avec ce genre de petit conditionnement. Là on est sur un petit conditionnement pour faciliter les manipulations. Quand on est en grosse blanchisserie industrielle, on a un système de portage de tout ce qui est gros conditionnement, et vu les flux quotidiens, ils commandent en grosse quantité. Donc c'est pas un sujet, mais je parle à part des grosses blanchisseries industrielles, là c'est plus pressing et petite blanchisserie. Alors dans ce que tu viens de dire, j'entends autre chose. Tu dis que les grosses blanchisseries industrielles, elles ont déjà leur filière en fait, du coup, qui fonctionne. Il y en a de déjà, récupération des déchets. Normalement oui, c'est-à-dire qu'en fait, donc déjà ils ont leurs équipements pour les manipuler, etc. Ils ont des chariots élévateurs, etc. Et ils ont en général ils dédient une zone de stockage, et ils ont des sociétés qui leur collectent les déchets à demande, comme ce qu'on a connu avec le déchet Perclos. On stockait nos bidons de déchets, il y avait une société qui venait les collecter, qui les emmenait en destruction. Ça existe déjà dans les grosses blanchisseries. Et donc pourquoi, si ça existe dans les grosses blanchisseries, on ne peut pas l'amener ou le dupliquer pour les pressings? On pourrait, mais il faut que ça s'organise. Donc ça existe. Ça existe. En fait, c'est déjà là. La problématique, elle est... il y a des enjeux, je pense, ça c'est une impression un peu personnelle pour avoir analysé un peu ça, c'est que je pense qu'il y a aussi une notion de rentabilité et de coût, et que faire un déplacement pour aller dans une grosse blanchisserie industrielle pour récupérer, parce que c'est un coût, hein, forcément c'est pas gratuit, récupérer un certain nombre de bidons de 200 litres, c'est pas le même coût que s'il faut aller chercher 2 petits bidons de 20 litres chez un pressing. Donc il y a une notion de rentabilité détournée. Donc voilà, derrière, c'est des sociétés privées qui doivent aussi réfléchir rentabilité. D'accord. Donc voilà. J'entends. Et du coup, tu me fais penser à un autre sujet, puisqu'on parle stockage. Justement, le stockage des déchets dans les pressings. Cette réglementation également, on avait évoqué le sujet en off, hein, je ne vous le cache pas, mais voilà. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse en parler, d'attirer l'attention sur le risque, le danger en fait, hein, d'accumuler beaucoup de bidons, parce que justement on n'a pas de solution, c'est pénible, il faut aller à la déchetterie, et puis il y a un risque donc de contamination des sols. Je voudrais bien que tu nous dises quelques mots là-dessus, Marie-Claire, s'il te plaît. Alors là, on parle de produits dans des bidons plastiques, c'est-à-dire principalement ce sont des produits lessiviels. Donc pour des solutions à l'eau, on a un marché en France qui est principalement tourné vers l'eau. Il est toujours important de pouvoir évacuer régulièrement ces déchets, que ce soit du bag-in-box ou du bidon plastique, peu importe. Il faut toujours avoir, même si vous avez une zone de stockage dédiée, déjà c'est encombrant, hein, ça vous prend de la place parfois inutilement, mais il faut pouvoir les évacuer régulièrement. Parce que ce qu'on a découvert, on a été confronté à des problématiques
issu de l'utilisation massive du perclos en France, donc on sort du bidon plastique classique, mais ce qui a imposé un certain nombre de réglementations en France, c'est l'accumulation de déchets perchlorés dans des arrière-cours derrière les pressings pendant des années, parce qu'on ne voulait pas s'embêter à les détruire, qui ont posé des problématiques de contamination des sols aujourd'hui, et on a eu un certain nombre de mauvaises découvertes, et j'en viens au fait qu'aujourd'hui il y a des réglementations. Alors c'est plus pour le nettoyage à sec, mais quand on retire une machine à sec, c'est pas forcément très bien connu de tout le monde, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de professionnels qui l'ignorent, mais quand vous retirez une machine à sec, vous avez des démarches à faire pour déjà déclarer que vous retirez votre machine à sec. On va vous demander de faire un diagnostic d'analyse des sols pour vérifier s'il y a contamination ou pas. Et si le diagnostic dit il y a une contamination des sols, vous êtes tenu, le dernier exploitant de l'exploitation est tenu de décontaminer les sols. Ce qui pose un certain nombre de problèmes à quelques professionnels. On a rencontré ça avec des clients qui aujourd'hui sont en procédure judiciaire, hein, pour ne rien vous cacher, parce que ça va très loin. Puisque moi j'ai repris le pressing il y a 3 ans, je l'ai repris en l'état, et je me retrouve à subir la contamination du pressing qui est là depuis 30 ans. Et je dois assumer le coût de la décontamination qui est absolument astronomique. Donc ça implique des procédures. Donc c'est pas anodin, parce que ça peut avoir des conséquences, financières et générer des fermetures d'entreprises, clairement. Donc cette réglementation, elle date de 2021, elle est méconnue pour certains. Mais c'est assez essentiel. Donc effectivement, la gestion de gérer ces déchets, de pouvoir les évacuer facilement et rapidement, c'est vraiment un sujet, hein, vraiment. Je pense que ça méritait qu'on en parle, voilà, malgré tout. Est-ce que, Yves, tu veux rebondir? Est-ce que tu as autre chose à ajouter, puisqu'on arrive au bout de cet atelier? J'ai beaucoup parlé, non? Déjà, non? Oui, tout à fait, mais au cas où, je pose la question. Non, je disais que, pour reparler du non-tissé d'origine RPET, donc cette nouvelle génération qui arrive sur le marché, la mise au point va se faire avec vous. Moi, je ne sais pas faire tout seul, savoir quel type de housse, quel type de sac de repassage, quel type de sac de couette va fonctionner. Donc j'aurai forcément des échanges avec vous. Et j'anticipe déjà, par exemple, une notion, c'est par rapport à la housse actuelle qui a sa fonction et qui vit très bien et qui trouve son équilibre économique en polypropylène à des coûts relativement bas, avec des contraintes qui sont celles du polypropylène, qui ne se lave pas. Eh ben, il va falloir probablement que je remonte d'un cran la qualité du zip de la housse que je vais faire en PET recyclé. Parce qu'elle va être lavable, et donc l'effet mécanique du lavage va probablement faire subir des contraintes au zip, qui fait que je ne peux probablement pas rester avec un zip de la même qualité qu'avant. Donc ça fait partie de ces ajustements que je vais faire en échange avec vous pour que, au bout du bout, l'article soit au point et donc performant, parce que c'est pas moi qui vais définir tout seul dans mon coin ce qui marche et ce qui marche pas, c'est en discutant avec vous. Donc c'est vraiment très important qu'on se auto-enrichisse sur, comme les exemples que j'ai cités tout à l'heure de ce pressing de Cannes que j'adore, qui est parti tout petit avec un carton et qui aujourd'hui va me passer une commande sur des quantités importantes parce qu'il a appris à la vendre. Mais j'ai appris beaucoup de choses en discutant avec lui sur la façon dont nos articles sont perçus par le client final. Très, très important. Donc vraiment, l'échange pour la co-construction de la bonne solution, c'est vraiment notre façon de faire chez ISA. Chez Seitz, on a des solutions de lavage. On peut vous trouver des solutions de lavage pour protéger votre zip. Ouais, je vois que ça va se poursuivre dans les allées du salon, tout ça. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à vous manifester en levant la main. Pas de questions? Pas de questions. Très bien. Vous avez été limpide et efficace. Merveilleux. Très bien. Donc, on arrive donc à la fin de cet atelier. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même des partenariats entre fabricants de produits, les fournisseurs d'emballage et même les pressings, hein, du coup, pour mutualiser les efforts et puis réussir à trouver des solutions pérennes. On a bien compris que réduire le plastique dans les pressings comme dans les blanchisseries, d'ailleurs, hein, c'est bien plus qu'un geste écologique. C'est un levier aussi
de différenciation, il faut le comprendre, d'efficacité, de modernité. Et qu'en repensant les emballages de la réception du linge jusqu'aux produits lessiviels, la profession peut vraiment devenir un modèle de transition durable. Donc au bénéfice de tous. Merci à vous, merci à tous les deux, merci à vous pour votre écoute. Et puis je vous dis à cet après-midi maintenant pour la suite du programme. Un grand merci pour votre attention. Merci.